La, mesure et gestion de la performance est une approche systémique qui vise à améliorer les résultats d'une initiative grâce à la prise de décision fondée sur des données probantes et l'apprentissage organisationnel continu pour atteindre un niveau de performance. Il y a actuellement deux grandes écoles ou deux grandes perspectives dans la mesure et la gestion de la performance. Il y a tout d'abord la perspective outside-in qui mesure la performance d'un territoire sur base de questions présentes dans le débat public. Donc ça, c'est typiquement les classements qui comparent différentes villes et territoires sur base de critères de taille, de performance, de mise en place de projets. La deuxième perspective, c'est la perspective inside-out qui est vraiment axée sur l'amélioration des performances et qui est basée sur le cœur de la stratégie d'un territoire. C'est l'approche que nous favorisons dans ce guide et dans à peu près tous les projets que nous menons au sein de l'Institut. Alors, au sein de ceci, qu'est-ce que le monitoring et qu'est-ce que l'évaluation? Le monitoring, c'est la partie qui explique quoi et comment. Donc, qui constitue en la collecte et l'analyse de données de manière continue et systémique par rapport à des indicateurs. Et donc, cela rend compte de l'ampleur des progrès et la réalisation d'un objectif d'initiative. L'évaluation, quant à elle, explique le pourquoi du quoi. Donc, c'est l'étude périodique systématique et objective d'initiative et elle vise à mesurer les effets et porter un jugement de valeur sur ce projet ou initiative. Et comme vous pouvez le voir dans le petit schéma caché, le monitoring, c'est vraiment quelque chose qui se passe du début à la fin du projet en continu, tandis que l'évaluation se passe de manière très ponctuelle, que ce soit à la fin, comme dans beaucoup de cas, donc l'évaluation ex post, mais celle-ci peut se faire aussi à des moments ponctuels pendant toute l'évaluation. Alors, pourquoi faire du monitoring aussi? On mentionne souvent le mot suivi en français, mais donc du monitoring et de l'évaluation dans le contexte des Smart Cities. Tout d'abord, en interne, dans une logique d'apprentissage, de planification et de maîtrise, puisque grâce au monitoring et l'évaluation, on peut prendre des décisions éclairées, allouer efficacement un budget, améliorer en continu les projets. D'un point de vue externe, cela aide vraiment à renforcer le sens de la responsabilité et de la transparence parce qu'on communique sur des objectifs et sur les réalisations envers les parties prenantes. Et cela permet de renforcer l'appropriation des résultats d'un projet. Donc, de manière globale, dans le contexte des Smart Cities, cela permet aussi de légitimer les initiatives Smart Cities qui ne sont pas toujours acceptées par les citoyens. Et donc, cela permet de démontrer ou non les progrès d'un territoire vers sa capacité à offrir une meilleure qualité de vie à ses citoyens. Mais en pratique, comment est-ce que cela fonctionne? Dans le guide, nous passons en revue le cadre de monitoring au travers de 3 grandes étapes. La planification, la mise en œuvre de ce cadre et la valorisation. Tout ça avec la participation des parties prenantes. Et donc, dans les 20 minutes qui viennent, je vais essayer de passer en revue toutes ces différentes étapes. Évidemment, ce n'est qu'un webinaire très rapide, donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui manque de clarification, soit poser des questions dans le chat, soit consulter le guide qui est disponible dès aujourd'hui. Donc, la première étape, qui est celle qui occupe la plus grande partie, c'est la planification. Il y a 4 grandes étapes dans la planification. Et la première, en fait, ce n'est pas vraiment une étape, mais c'est le fait qu'il faut un certain nombre de prérequis. Comme on a expliqué, nous, on se base sur une stratégie, sur une approche inside-out, c'est-à-dire qu'en amont de définir le cadre de monitoring et d'évaluation, il faut disposer de tout un tas de prérequis stratégiques. Donc, il faut que la ville ou la commune, le territoire en question, ait réfléchi de manière stratégique à ce que la Smart City et la technologie peut apporter dans la transition durable du territoire, décliner ceci en objectifs opérationnels et puis en plan d'action. On n'a pas énormément de temps, mais tout ceci est décrit dans le guide 1 qui avait été écrit par ma collègue Catherine. Donc, n'hésitez pas à le consulter pour plus d'informations. Il est aussi disponible sur notre site. Alors, la première étape de la planification de ce cadre consiste à définir des questions d'évaluation. Les questions d'évaluation, c'est vraiment ce qui va permettre d'évaluer le progrès
et de définir un point focal pour le suivi et l'évaluation du projet. Ces questions peuvent et idéalement doivent être définies dans 5 domaines. Ne vous inquiétez pas, je vais les illustrer tout de suite après. Le premier est la pertinence. Donc, cela permet de voir à quel point l'initiative mise en place est en adéquation avec les besoins sur le terrain et à quel point elle répond aux enjeux auxquels elle espère répondre. Ensuite, il y a l'efficience. Donc, les questions d'efficience permettent d'identifier si l'initiative a été mise en place comme il fallait grâce aux ressources disponibles. L'efficacité permet de savoir si l'initiative a permis d'atteindre les objectifs fixés dans le laps de temps nécessaire. Les questions d'impact vraiment mesurent les résultats attendus ou non de l'initiative. Et la pérennité, comme son nom l'indique, permet d'indiquer si les résultats seront pérennes dans le temps, peut-être une fois qu'un certain budget est fini ou que la dynamique s'estompe. Je ne sais pas si vous voyez très bien ici, sinon c'est pas grave, tout cela est dans le guide, mais c'est un peu pour illustrer ici au travers d'un exemple de la mise en place d'une formation informatique, ICT, à destination des personnes âgées sur un territoire pour diminuer la fracture numérique. Et donc, si on prend par exemple le cas de la pertinence, une question serait dans quelle mesure les personnes âgées ont participé à la formation? Est-ce que le groupe ciblé trouve-t-il cela pertinent de participer à cette formation? Voilà, je ne veux pas illustrer partout, mais c'est pour un peu vous montrer le type de questions qui peuvent être posées en amont au début du projet. Une fois que ces questions d'évaluation sont posées, il convient de définir le plan de monitoring. Et la première étape de ce plan de monitoring, c'est de constituer un comité d'accompagnement ou comité de suivi qui est un groupe d'échange d'informations mis en place par le promoteur du projet pour atteindre des objectifs communs. Celui-ci a souvent un rôle consultatif et donc c'est important de savoir qui sera dans ce COMAC, quel est son mandat et quelle est la périodicité et le lieu des réunions. Une fois que cela est défini, nous passons à la définition des indicateurs qui est vraiment un gros morceau et qui a c'est assez complexe de les définir. Il y a 5 types d'indicateurs. Donc, et idéalement, il faut définir des indicateurs dans toutes ces catégories. Donc, premièrement, il y a les indicateurs de moyens qui mesurent les ressources nécessaires à la mise en œuvre de l'initiative. Donc ici, on parle typiquement en général des budgets ou des ressources humaines disponibles pour travailler sur le projet. Les activités, donc, qui permettent de définir ce projet, donc est-ce qu'elles ont eu lieu, notamment la mise en place, est-ce que dans le cadre de la formation, est-ce qu'on a vraiment mis en place ces formations? Est-ce qu'on a eu le nombre de réunions qu'on désirait avec les parties prenantes et les personnes responsables du projet? Ensuite, les indicateurs de réalisation qui permettent de réaliser les progrès immédiats résultant des activités. Donc, est-ce que ces formations ont été réalisées? Oui, non, pourquoi pas? Est-ce qu'on a eu autant de participants qu'on voulait? Oui, non, pourquoi pas? Les résultats, donc, est-ce qu'on a atteint les objectifs sur moyen terme sur le public cible? Donc, est-ce que les personnes âgées se sentent plus à l'aise avec les TIC après cette formation? Et puis l'impact, l'effet sur le long terme sur les destinataires et sur les non-destinataires. Donc, est-ce que ça a eu un impact aussi sur des gens qui n'étaient pas visés par l'initiative? Une fois qu'on définit ces indicateurs, il convient de réfléchir à la manière dont on va avoir des informations sur ces indicateurs et donc définir une méthodologie de collecte des données. Il y a plusieurs questions qui se posent. Donc, quelles seront les sources et méthodes de récolte de données? Les sources peuvent être aussi bien des données primaires, donc qui sont des données vraiment purement dans le cas du projet, typiquement la liste des inscrits au projet, mais ça peut aussi être extrait d'autres projets ou d'études gouvernementales qui sont utilisées pour le projet. La méthode de données, il existe vraiment beaucoup de méthodes différentes, mais cela va de la mesure directe, donc prendre les informations disponibles sur un capteur qui est placé en rue, à faire des entretiens avec des participants de manière très approfondie.
Dans la planification de la collecte des données, il faut aussi se poser la question de qui sera responsable de cette collecte de données et à quelle fréquence. Et ici, c'est très important de tenir compte du coût et de la complexité liée à la récolte de cette donnée. Et puis, en parallèle, il faut déjà se demander qui sera responsable de l'analyse de ces données une fois qu'on les récoltera. C'est seulement quand on a défini la collecte de données qu'on peut définir des indicateurs qui sont SMART, donc qui sont clairement définis et précis, rattachés à un objectif cible pouvant être quantifié, qui sont en accord avec la vision des parties prenantes, adaptés aux moyens à disposition et qui sont définis dans le temps. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça après la collecte de données? Parce que c'est seulement une fois qu'on aura récolté les données pour une première fois qu'on saura où on est actuellement. Et donc, il faut absolument définir, comme on dit, ce baseline scénario pour pouvoir fixer des objectifs qui sont smart et réalisables et pas juste dire « oh oui, on veut 25% de réduction de CO2 d'ici 3 ans », ne sachant pas quelle est la situation actuelle. Ici, encore une fois, ça doit être assez petit pour vous, mais c'est pour récapituler le plan de monitoring une fois qu'il est réalisé. Donc, prenons le cas des résultats. L'indicateur, donc ce sera la satisfaction, voilà, et on aimerait avoir 85% de participants qui seront satisfaits ou très satisfaits. Cela va être réalisé via un questionnaire de satisfaction qui sera fait par l'étudiant qui est en support de l'agent qui est en charge de la formation. Et cela se fera à la fin de formation et 3 mois après la fin de formation pour voir s'il y a une différence. Une fois que le plan de monitoring est défini, on peut passer au plan d'évaluation. Le plan d'évaluation permet en quelque sorte de compléter les informations disponibles via le monitoring pour en expliquer le pourquoi. Mais pour l'évaluation, il convient aussi de savoir comment et qui doit procéder à l'évaluation. Est-ce que l'on fait ça en interne? Est-ce qu'on le délègue à des acteurs externes? Cela va dépendre des compétences de monitoring et d'évaluation en interne, de ce qu'on veut en termes de connaissances pratiques du terrain, en termes de partialité, le temps disponible. Est-ce qu'on a aussi de l'argent pour payer quelqu'un en externe? Ce sont toutes des questions à se poser. Mais donc, une fois que cela est fait, il faut, comme je disais, savoir quelles informations on souhaite avoir en plus des informations dont nous disposerons dans le monitoring et quelles informations sont nécessaires à la vision globale. Une fois que ces questions sont posées, on peut définir aussi une méthodologie de collecte de données. Pour illustrer cela, avec vos très bons yeux, vous pouvez voir ce tableau. Pour reprendre des questions liées à l'efficacité. Donc, le monitoring va permettre de savoir le degré de satisfaction et le pourcentage des participants qui ont acheté éventuellement un ordinateur, un tablette ou un smartphone après. Mais il ne va pas nous permettre de savoir si la formation était suffisante. Est-ce qu'il y a d'autres freins qui font qui ne se développent pas plus de connaissances ou qui ne se sentent pas à l'aise avec les technologies TIC. Donc, on va en plus encore récolter des données pour pouvoir aller plus loin dans l'explication de la manière dont cela se passe. Donc ça, j'ai passé très vite en revue, mais n'hésitez pas à consulter le guide et à poser des questions par la suite. La deuxième étape, c'est la mise en œuvre. Donc, la mise en œuvre elle-même est constituée de 3 grandes étapes. Donc, tout d'abord, il y a la récolte des données qui se fait sur base du calendrier qui a été défini. Lorsque cela est fait, il convient d'analyser ces données et donc de définir aussi quel type d'analyse est requis en fonction des données. Est-ce qu'on a beaucoup de données? En fonction du temps disponible, des compétences et des ressources financières disponibles, on pourra avoir recours à telle ou telle méthode. Et une fois que cela est fait, il est très important de synthétiser les résultats, soit sous forme de tableau, soit sous forme de texte, mais dire voilà, on a trouvé ceci à telle question, grâce à ceci, on a trouvé telles infos dans le monitoring, grâce à l'évaluation, on a compris pourquoi, et donc le synthétiser. Une fois qu'on a nos informations, qu'en fait-on?
Et donc, c'est très important de le valoriser, tout d'abord de le valoriser d'un point de vue de communication. Et donc, les 4 grandes étapes de la valorisation en communication, c'est qu'il faut définir l'objectif de la communication. Donc, en partageant mes résultats, qu'est-ce que j'espère atteindre? Quelles sont les cibles? Est-ce qu'en fait, cette communication, je l'adresse aux médias, à la presse? Est-ce que c'est pour l'interne? En fonction de cela, le message ne sera pas le même. Et les moyens non plus. Donc, les moyens, est-ce que je fais un rapport? Est-ce qu'on fait une conférence de presse? Un webinaire, comme aujourd'hui? Voilà, c'est beaucoup de questions à se poser, étape par étape, en fonction de l'objectif et des cibles du projet. La valorisation, c'est pas juste de la communication. Idéalement, les apprentissages du processus de monitoring et d'évaluation doivent être utilisés pour améliorer l'initiative. Et il y a différentes utilisations qui peuvent en être faites. Donc, soit une utilisation instrumentale qui est vraiment la mise en place des recommandations, par exemple, qui sont dans un rapport. Il y a une utilisation éducative qui a pour objectif de prendre les informations qui ressortent du monitoring et de l'évaluation pour en discuter autour et créer un raise awareness, j'ai un bug en français, mais pour vraiment dans une logique en fait éducative et d'information et de faire comprendre la situation aux parties prenantes. Et puis il y a l'utilisation un peu moins pratique qui se veut symbolique en disant voilà les résultats qu'on a trouvés, il faudrait faire ça, mais plus rien ne se passe. Et pourquoi rien ne se passe? Il y a tout un tas de raisons qui peuvent être des raisons organisationnelles ou bureaucratiques, des questions d'échéance aussi électorales. Si les élections sont tout près et qu'un projet n'a pas été un succès, c'est pas sûr que l'élu ou l'élu la mette en avant, la mauvaise presse causée par le porteur de projet ou même le maintien d'une coalition politique ou des rapports de pouvoir. Ces 3 étapes sont fondamentales et il est aussi fondamental à chaque étape d'appliquer les parties prenantes du projet. Donc, cela en amont, donc dans la définition des questions d'évaluation ou des indicateurs, durant le processus lui-même en appliquant les parties prenantes dans les récoltes de données et aussi en les faisant participer dans la valorisation des résultats. Définir des indicateurs, c'est pas quelque chose d'aisé, ça demande d'ailleurs pas mal d'expertise si on veut être sûr de mesurer quelque chose qui apporte dans le cadre. Pour inspiration, et elles sont dans le guide aussi, il y a plusieurs cadres Smart City qui ont été créés, desquels on peut s'inspirer, mais j'insiste très fort sur le terme s'inspirer parce que vu l'approche managériale que nous prenons, il est important que les indicateurs correspondent au projet du territoire donné et pas dire « Ah oui, mais je vois que dans CityKeys, on mesure la qualité de l'air grâce à tel indicateur. » Il faut être sûr que ça convient dans le cadre. J'en profite d'ailleurs. L'année passée, 2 de mes collègues ont développé un projet qui s'appelle le Smart Management Project Management Model, qui va au-delà du monitoring et de l'évaluation, mais qui est vraiment un outil de gestion de projet, un peu le business model Canva du projet. Et nous organisons des ateliers pour les lauréats de l'appel à projet territoire intelligent 2019. Et donc, il y a déjà toute une série de sessions organisées. Mais si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire parce qu'on pourra envisager de créer une session supplémentaire. Je vois ici existent des cadres et des indicateurs prévus pour les petites communes. Il n'en existe pas tels quels, en tout cas pas à ma connaissance, parce qu'en général, ce sont des grandes institutions. Mais c'est aussi l'idée en fait du guide. C'est parce que ici c'est très compact parce qu'on n'a pas énormément de temps. Mais c'est aussi l'idée du guide en fait de proposer des clés pour la réflexion et la définition des indicateurs à l'échelle des plus petites communes et des plus petits territoires. Et le modèle, oui, SPMM est disponible sur notre site gratuitement, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Voilà, j'ai essayé de faire ça de manière très succincte pour laisser aussi beaucoup plus de temps à la discussion. Donc aujourd'hui, j'accueille, je suis très contente que ce soit 3 oratrices
qui travaillent toutes les trois dans des intercommunales de développement durable. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui, je n'arrive jamais à dire bien ton nom de famille, donc ne m'en veux pas, Marine Kerestes, qui travaille en tant que chargée de projet Smart Territory au sein d'YTech. Marie-Léna Cassotti, qui est directrice adjointe du service d'études à l'ASPI, et Blanche Flémal, qui est gestionnaire de projet Smart City au sein d'INBEWE. Donc, je vous invite à activer vos caméras et vos micros. Bonjour à tous. Alors ne t'inquiète pas Audrey, il y a déjà pas mal de personnes qui ont plus écorché mon nom que toi, donc tu n'es pas dans le panthéon des pires. Super. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à toutes les trois. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de 3 questions différentes. J'aimerais bien laisser un petit peu de temps à la fin si des personnes dans le public virtuel ont des questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat et je rebondirai dessus. Donc la première question que je me pose, vous qui êtes souvent en contact avec les communes, c'est quelle est la réalité de terrain pour le monitoring et l'évaluation des projets Smart City, notamment en Wallonie aujourd'hui, et quels freins et opportunités voyez-vous qui y sont liés? Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Allez, je veux bien me lancer si tu veux. Voilà. Sauf si j'ai interrompu quelqu'un. Non, non, du tout, du tout. Clairement, le constat que moi je peux tirer de mes 2 ans de pratique et d'accompagnement des communes de la région de Charleroi Métropole principalement, c'est que malheureusement, au sein des communes, mais pas uniquement au sein des communes, c'est dans le cadre de beaucoup d'organisations, c'est pas forcément un réflexe aujourd'hui de mettre en place soit un monitoring, soit une démarche d'évaluation ou les deux. Néanmoins, on a pas mal de communes en fait qui sont plus dans la réaction que dans l'action. On l'a vu notamment avec le Covid, il a fallu réagir vite, il a fallu mettre en place rapidement des nouveaux applicatifs numériques et on n'a pas forcément eu le temps en amont de préparer les projets. C'est parfois quelque chose qui également est perçu comme une contrainte, qui est plutôt imposée par un pouvoir subsidiant ou autre. Mais néanmoins, quelque chose qui est très intéressant, c'est que en fait, le monitoring et l'évaluation, à mes yeux, c'est une formidable opportunité pour adapter le projet en cours de route, vérifier qu'il correspond toujours aux besoins qu'on a actuellement, que je ne sais pas moi si la situation a évolué sur le terrain, est-ce que je suis toujours dans le bon, mais également ça permet de rendre des projets beaucoup plus pérennes dans le temps, dans le sens où si on s'adapte à la situation actuelle ou même si on va plus loin et qu'on essaie sans cesse de s'adapter à la situation, on a des projets qui pourront répondre à des contraintes qu'on pourrait avoir dans le futur et donc en gros, si je puis dire comme ça, le travail d'aujourd'hui est valorisé pour la suite. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que les autres ont quelque chose à réagir? Oui, je veux bien enchaîner sur ce qu'a dit Marine. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. J'aurais tendance à dire que le monitoring est un peu le parent pauvre des projets. Effectivement, il est souvent vécu comme une contrainte qui vient d'un pouvoir subsidiant. Je pense que à côté de ça, il faut mettre au niveau des difficultés le fait que dans les communes, et particulièrement dans les plus petites communes, il y a vraiment de temps et de ressources humaines pour pouvoir consacrer du temps à des projets spécifiques et au monitoring particulièrement de ces projets. On voit dans le guide qu'une démarche de monitoring, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise et ça ne se fait pas sur un coin de table en cours de projet. C'est vraiment une démarche qui doit être prise en amont du projet, au moment même où on est en train de rédiger son projet. Et il est vraiment super important de pouvoir se dire, OK, comment est-ce qu'on va pouvoir suivre l'évolution du projet dans le temps et comment est-ce qu'on va pouvoir en évaluer la pérennité, la pertinence, etc., comme vous l'avez vraiment bien expliqué dans votre introduction. Alors, moi, je marque également, au-delà de la problématique du temps et des ressources, la difficulté qu'ont les communes à avoir accès à de l'information. Et ça, c'est quelque chose que nous avons remarqué. Je me permets de vous couper une seconde parce que je ne sais pas si je suis la seule qui entend un bruit de fond très... Bon, il y a un sifflement, en effet. Oui, donc peut-être, Oui. pendant qu'on ne parle pas, peut-être le couper pour être sûr, pour les personnes qui n'interviennent pas. Ah, du coup, ça venait de Marine. OK. Voilà.
Voilà, donc je disais qu'un des freins aussi à faire du monitoring au-delà de la ressource humaine disponible, du temps nécessaire pour pouvoir le faire, il y a également la difficulté à avoir accès à l'information et puis la difficulté à traiter l'information ou traiter la donnée. Donc ça, c'est un point sur lequel j'avais envie de mettre l'accent dans le cadre de mon intervention, en disant qu'il y a pas mal d'opportunités qui sont en train de se développer justement pour pouvoir aider les communes et tout autre organisme qui a envie de mettre en place un projet quel qu'il soit. Ce sont des opportunités qui sont liées à l'open data et à la mise en place de toute une série de plateformes au niveau de la région wallonne. C'est parfois au niveau des villes, c'est parfois au niveau de l'agence de développement l'agence du numérique, pardon, ou même encore dans des projets spécifiques. La mise en place de plateformes open data pour justement pouvoir partager de la donnée et donner accès plus facilement à de la donnée. Maintenant, je pense que dans les opportunités, il y a peut-être aussi d'autres opportunités à saisir. Particulièrement, je pense, dans les petites communes, mais pas que, les grandes sont là aussi et les villes sont là aussi pour pouvoir montrer l'exemple et servir de leader, de travailler à une réflexion mutualisée. Je pense qu'effectivement, seul dans son coin, on n'a peut-être pas nécessairement les moyens ou le temps de faire les choses. Mais par contre, si on travaillait ensemble avec d'autres communes sur des projets qui pourraient être des projets similaires et qui pourraient être mesurés avec des indicateurs, je ne vais pas dire identiques, mais en tout cas qui sont forts du même tonneau, mais pourquoi pas réfléchir à standardiser les indicateurs, à standardiser l'acquisition des données et à pouvoir faciliter le traitement et l'analyse des données en ayant des moyens qui sont des moyens mutualisés. Enfin, ça, c'était une suggestion à la suite de la lecture du guide qui me venait et qui me paraît, moi, être une opportunité, vu les temps qui courent. Voilà. Et je me permets de rebondir sur le dernier point avant de laisser la parole à Blanche, qui est super intéressant aussi de se dire, bah oui, au vu du peu de ressources entre les communes, bah, aussi bien financières que humaines, quand je parlais de toute cette méthodologie, qui fait quoi, c'est vrai que c'est aussi une piste intéressante de se dire deux communes très proches peuvent aussi bah, communiquer, enfin collaborer sur la définition de ces indicateurs si le contexte est le même, et j'insiste bien sur si le contexte est le même, et définir ensemble ce cadre. Donc c'est super intéressant. Je ne sais pas si Blanche voulait aussi donner quelques indicateurs. Donc je rejoins fortement ce qui a été dit par Marilena et par Marine. Je rajouterais aussi qu'au-delà d'un manque de ressources dans les communes, il y a aussi un manque parfois de compétences. La gestion de projet, c'est pas quelque chose qui s'improvise, et j'ai l'impression qu'il y a encore voilà, dans les communes des personnes qui reçoivent un projet à mener mais qui n'ont pas été forcément formées à la gestion de projet et à tout le processus que ça engendre, dont le monitoring et l'évaluation. Et on a parfois une chargée de communication qui doit gérer un projet mais qui n'a pas forcément les compétences pour mener à bien le projet de A à Z. Et donc c'est aussi une question pour moi aussi de formation des agents qui n'ont pas toujours les compétences requises, et ça peut parfois forcément faire peur pour quelqu'un qui n'est pas formé en gestion de projet de mener tout ce processus de monitoring et d'évaluation. Donc c'est souvent des choses qui sont mises de côté tout simplement parce que ça peut effectivement faire peur. Et je me permets de rebondir sur ce manque de compétences en interne ou qui fait peur. Voilà, on sort quelque chose comme un guide, mais c'est vrai qui parfois peut aussi rester quelque chose à lire et on a peur de ne pas le comprendre. Pour vous, quelles seraient les opportunités pour passer au-dessus de ce frein dans les communes? Alors, Moi, si je je peux pense qu'il faut... pardon. Vas-y, Blanche. Pour moi, il faut pratiquer, et c'est vrai que le guide, je ne sais pas si vous avez prévu de faire des formations très pratiques pour vraiment pouvoir l'utiliser, mais c'est vrai que c'est vraiment de guider les personnes au maximum de manière plus pratique, et notamment ce qui fait peur, c'est toute la gestion
des indicateurs et on le voit dans le chat. Est-ce qu'il y aura des indicateurs qui seront plus standardisés pour les petites communes? Voilà, c'est peut-être d'avoir aussi cette mutualisation et des indicateurs qui pourraient, même si chaque projet est différent, mais d'avoir des outils pratico-pratiques au-delà voilà, de grands principes théoriques, mais d'avoir voilà, une formation plutôt pratique. Si je peux compléter ta réponse, Blanche, je trouve que c'est entièrement pertinent. Je rajouterais simplement que pour moi, c'est aussi se faire accompagner, tout simplement. On a énormément de ressources à disposition pour trouver de l'aide au niveau des communes. Je pense notamment, c'est peut-être pour prêcher pour ma chapelle, mais en gros, chaque intercommunal de développement économique maintenant dispose d'un référent Smart Région qui est chargé d'accompagner ces communes justement pour la mise en place de projets numériques, mais aussi de stratégies. Clairement, nous, on est là pour vous aider, mais on a aussi, comme on le voit aujourd'hui, différents référents académiques qui peuvent apporter énormément de soutien, que ce soit le Smart City Institute, je pense à Futurocité et l'Eurométropolitanie Campus également, qui peuvent accompagner les communes, les former, les aider dans certaines démarches, dont l'open data que Marie-Léna évoquait tout à l'heure. C'est également, oui, à mon sens, c'est aussi pouvoir aller rechercher de l'information par rapport à toute la stratégie Smart Région qui est mise en place, notamment par l'Agence du numérique. On a tout un écosystème d'acteurs, si je puis dire, qui se met vraiment en place, qui prend de plus en plus d'ampleur et dispose d'expériences diverses dont les communes peuvent s'accompagner, auxquelles les communes peuvent faire appel. En tout cas, on est à disposition et donc c'est l'occasion, utilisez-nous entre guillemets, on est là pour ça et c'est l'occasion de pouvoir avancer dans des projets ensemble et de mettre en place des projets qui, par la suite, pourront peut-être être répliqués ou ouverts à une plus grande échelle, qui sait servir de bon exemple pour la suite. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais rajouter. Oui, et alors je vais reboucler en disant, voilà, je suis à nouveau complètement d'accord avec ce que Blanche et Marine ont dit. Effectivement, dans les agences de développement territorial, il y a un smart référent. Dans les agences de développement territorial, il y a aussi une volonté de travailler à la mise en place d'indicateurs à caractère territorial et de les partager avec les communes. Maintenant, si je peux faire la publicité du guide, puisqu'on a eu l'occasion à toutes les trois de le lire un peu en avant-première, avant qu'il ne sorte aujourd'hui. Certes, peut-être que la présentation qu'on vient d'avoir maintenant paraît un peu peut-être difficile d'accès, encore que. Moi, ce que j'ai trouvé dans le guide, c'est l'aspect extrêmement théorique d'une part, mais à chaque fois illustré par des exemples concrets et pragmatiques. Et si à la base, une démarche de monitoring, ça peut faire peur, je pense qu'on peut faire du monitoring sans se compliquer trop l'existence et sans se prendre un peu trop le chou sur la manière de le faire. Je crois qu'il y a moyen de faire les choses simplement, en étant accompagné, certes, mais simplement parce que je pense qu'il faut rester raisonnable, on va dire, dans le nombre d'indicateurs à suivre. Ce qui est important pour moi, c'est la qualité des indicateurs que l'on suit et pas la quantité des indicateurs. Et je préfère m'imaginer suivre un projet avec seulement 5 indicateurs, mais être sûr que pour ces 5 indicateurs-là, je mesurerai bien les bonnes choses par rapport à mon projet et j'aurai accès à l'information pour pouvoir le faire. Voilà. Tout à fait. Donc, si on reste sur ces bonnes paroles qui prêchent le guide, n'hésitez pas à le lire. Mais donc, ce que j'entends se dégager ici, c'est vraiment, voilà, actuellement, le monitoring et l'évaluation, c'est un peu l'enfant pauvre, ça fait vite peur. Mais une des opportunités, c'est que voilà, il y a à disposition tout un type d'outils qui commencent à être là, et puis tout un tas d'acteurs aussi qui est là pour accompagner ces communes et pour vraiment renforcer l'écosystème et venir en soutien même aux plus petits territoires. On va maintenant passer à la deuxième question qui est liée à cette dernière point, mais vraiment comment se lancer dans une démarche de monitoring et d'évaluation pour les projets Smart City quand on a des ressources humaines et financières limitées. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit, mais je pense que peut-être on pourrait insister sur certains points. Je veux bien rebondir, mais ça, en fait, ça suit ce que Marie-Léna vient d'expliquer, c'est de justement ne pas vouloir voir trop grand,
mais d'être assez pragmatique et voilà, ok, on se lance que dans 5 indicateurs, mais au moins on s'y tient et de pas vouloir non plus mener un monitoring et une évaluation trop chargée et trop grande et commencer peut-être petit pas par petit pas et vaut mieux s'y tenir et faire un petit monitoring et une petite évaluation, mais s'y tenir et pas vouloir du jour au lendemain faire quelque chose d'ultra complet. Enfin, pour moi, le pragmatisme et le minimalisme, en tout cas pour les communes qui se lancent ou qui n'ont pas vraiment les compétences ni les ressources humaines, c'est de passer par quelque chose de très simple, mais d'au moins avoir le réflexe à chaque fois d'y penser et de tenir le monitoring et l'évaluation, d'y penser dès le départ du lancement de projet et d'avoir ce réflexe-là, que ça devienne vraiment un mindset au sein de la commune, que pour tout projet, on doit lancer du monitoring et de l'évaluation et pas y penser par après. Tout à fait. À mes yeux, ça ne demande pas forcément de grands moyens, mais de bien prévoir les choses en amont, d'avoir une certaine organisation. Et au final, c'est vrai qu'on peut être un petit peu, on peut avoir peur un petit peu face à l'ampleur de la montagne, mais commencer pierre par pierre, une petite, une petite tâche après une petite tâche, un indicateur après l'autre, bien prévoir les choses, bien s'entourer également. C'est un petit peu les prérequis qu'on pourrait mettre en place pour n'importe quel projet et qui seront fondamentaux du coup pour le monitoring et l'évaluation. Ouais, voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que mes collègues viennent de dire, si ce n'est que c'est en marchant qu'on a, enfin c'est parfois en avançant qu'on apprend à marcher et qu'on apprend à monitorer. Effectivement, l'important c'est d'y penser dès le départ, mais avec de la pratique et avec, je vais dire, de l'expérience, c'est de plus en plus facile et simple. Je pense qu'il ne faut, comme on le disait tout à l'heure, pas nécessairement non plus inventer midi à 14h par rapport aux indicateurs. Il faut, je pense, la parole, c'est simple, concret, pratique et ne pas se mettre un chameau sur le dos en nombre de choses à suivre. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a suffisamment de possibilités au travers de l'écosystème qui se met en place pour le moment de recourir soit à de l'aide au travers des smart références, soit aussi à des références en matière de données qui sont déjà collectées par ailleurs et qui sont exposées et qu'on peut utiliser pour suivre certains projets. Données qui existent d'ailleurs au niveau communal, hein, et c'est important de le dire. Parfois, on a l'impression que toutes les statistiques qui existent sont là à un niveau ou à une échelle d'une région, d'une communauté, d'une province, mais non, ça se passe aussi au niveau communal et c'est suivi au niveau communal et ces indicateurs-là, je pense, sont tout à fait intéressants à aller rechercher et à utiliser dans les démarches de monitoring des projets SMART. Tout à fait. Et je voudrais insister. Ah, vas-y, Marine. Juste, je voulais rajouter deux petites choses. Je pense que c'est intéressant également de pouvoir prendre en exemple d'autres communes chez qui ça a fonctionné ou d'autres communes qui ont peut-être rencontré des freins ou qui se sont peut-être plantées à ce niveau-là parce que ça peut toujours être intéressant d'en apprendre. Et aussi, si je peux faire référence plutôt à mon expérience personnelle, en tout cas, moi, j'ai essayé d'utiliser le fameux SPMM qu'on a évoqué précédemment, donc le Smart Project Management Model. Vous m'excuserez ma prononciation hasardeuse, mais je trouve que c'était super, vraiment très très utile en tout cas pour les projets parce que ça allie à la fois une partie peut-être un petit peu plus théorique, un petit peu plus littéraire, mais surtout un très très grand tableau qu'on peut remplir petit à petit. Et donc on peut avoir une vision très claire du projet, des différents éléments du projet, des différents indicateurs qu'on va mettre en place. Et je trouve que c'est un des outils qui peut être vraiment très très utile, notamment pour le monitoring et l'évaluation des projets. Donc je tenais à le souligner. Super, attention, notre cou va finir par gonfler. mais merci beaucoup. Je voulais juste, moi, réinsister sur ce qui avait été dit, sur le fait voilà, qu'on a moins de ressources, que ce soit humaines ou financières. C'est vrai qu'il ne faut pas forcément toujours réinventer la roue. Et c'est aussi le cas dans les données elles-mêmes. À la fin du guide, il y a aussi une annexe qui montre en fait les agences qui existent aussi au niveau fédéral et wallon, qui elles pourraient disposer de données qui sont intéressantes pour les communes, qui n'ont pas forcément toujours le temps et les ressources pour aller les chercher. Voilà, je ne sais pas si on voulait rajouter un dernier élément avant la dernière question ou si on passe à la dernière question. Non, passons à la dernière question. La dernière question
touche aux parties prenantes et donc demande quels acteurs faut-il impliquer dans la démarche de monitoring et d'évaluation de projets de territoire durable et intelligent en tant que commune wallonne. Donc, si demain, je suis une petite commune qui n'a pas encore de démarche de monitoring et d'évaluation, vers quels acteurs je me tourne et qui est-ce que je dois impliquer absolument dans le développement de mon projet pour être sûr d'avoir la réalité de terrain qui est reflétée. Allez, je me lance encore une fois. Si je peux faire un petit résumé, en tout cas, de ce que moi j'identifie, c'est, ben, comme on le disait, les référents Smart Région qui sont présents au niveau de vos intercommunales, qui sont clairement là pour vous aider et vous accompagner sur le terrain. Les différents référents académiques qu'on a évoqués précédemment, le Smart City Institute, Futurocité, Eurométropolitane e-Campus, etc. Mais également, je vois encore 2 acteurs supplémentaires, c'est-à-dire les acteurs de terrain, légales, les associations de terrain, ce genre de choses qui pourront vous apporter à la fois une expérience du terrain, mais aussi éventuellement des données, des informations qu'on n'aurait pas forcément à disposition de prime abord. Mais aussi, pour moi, en interne, et c'est hyper important, c'est de pouvoir impliquer à la fois des décideurs qui auraient une vision à plus long terme du projet, mais également plutôt des membres, je ne sais pas moi, du personnel administratif, ce genre de choses, mais les personnes qui vont être chargées de l'opérationnalisation de ce projet. Comme ça, on a un espèce de binôme en fait, de vision et de travail sur le terrain qui va permettre de travailler main dans la main et surtout d'être certain que le projet correspond toujours aux besoins et surtout d'être soutenu dans le cadre du développement de ce projet. Moi, je veux bien rajouter quelque chose, c'est aussi de tenir compte vraiment du public cible lié à la mise en œuvre du projet. Et par exemple, si le public cible final du projet sont les citoyens, pour moi, il est nécessaire aussi de les intégrer dans toute cette démarche, parce que parfois on oublie la finalité du projet et son public cible, et on n'intègre pas ce public cible dans la démarche globale. Et donc, c'est difficile après d'avoir un retour sur le projet, puisque en interne, on peut croire que les choses ont bien été faites et que les indicateurs ont été remplis, mais sans sonder son public cible et les personnes qui sont qui vont réceptionner le projet. Je pense que ça, c'est vraiment indispensable et c'est pas toujours encore, je pense, un réflexe de vraiment utiliser toutes les ressources dont les destinataires finaux, les destinataires finaux du projet. Voilà, je termine le tour de table virtuel. J'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit par Marine et Blanche. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elles disent. Le fait que Blanche insiste sur la nécessité d'interroger le public cible, parce qu'en définitive, c'est le client final qui doit avoir le dernier mot sur la validité ou pas du projet. Ça, c'est vraiment super important. Ce que je pourrais rajouter par rapport à ce qui a été dit dans l'implication des différentes parties prenantes, c'est dès le début du projet, travailler avec ces différentes parties prenantes, notamment les employés de l'administration communale, les élus, en leur demandant dès le départ, en comptant sur eux dès le départ, sur la capacité qu'ils ont à remonter de l'information du terrain. Et de leur faciliter justement cette remontée d'informations de terrain en mettant à disposition des outils simples à utiliser dans lesquels ils vont pouvoir, au fil de l'eau, pour moi, remonter de l'information qu'ils vont recevoir du terrain de manière à pouvoir, je veux dire, alimenter et documenter le monitoring. Et si je devais rajouter dans les parties prenantes, des parties prenantes qui n'ont pas nécessairement été citées, il y a des organismes, d'ailleurs, qui sont, je pense, cités pour la plupart dans le guide, dans une des annexes, qui collectent à nouveau de l'information sur le terrain, sur toute une série de thématiques. Et je pense que quelle que soit la thématique SMART dans laquelle on s'engage en termes de projet, hein, que ce soit de la santé, que ce soit de l'économie, que ce soit de la gouvernance ou autre chose, il y a moyen, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, de trouver des indicateurs qui existent et qui sont là. Après, il faut faciliter la mise à disposition de ces indicateurs aux communes et leur faciliter la tâche. C'est un projet dans lequel nous, on essaye de se lancer très modestement à l'ASPI en travaillant avec des communes pilotes et en essayant d'identifier des indicateurs types sur lesquels elles pourraient suivre
d'une part leur projet SMART, mais également tous les projets qu'elles suivent dans le cadre de leur plan stratégique. Donc, il y a des initiatives de collecte, de standardisation et de présentation collective d'indicateurs qui sont là sur le terrain, qui existent et qui vont se mutualiser dans les années à venir. Et je pense que inviter aussi les organismes spécialisés en fonction de la thématique à faire partie prenante du monitoring, je pense que c'est un complément intéressant à ce que mes deux collègues viennent de dire. Ok, merci beaucoup. Je pense que oui, j'ai pas forcément des choses à rajouter. Vraiment, nous, ce qu'on prône, c'est toujours avoir cette approche de quadruple hélice dans la Smart City et donc toujours essayer autant que possible d'impliquer le secteur public qui est impliqué par défaut, le secteur privé, le monde académique ou de la recherche de manière générale et les citoyens. Il nous reste une dizaine de minutes, si plus personne veut rajouter quelque chose pour cette question, une dizaine de minutes pour d'éventuelles questions des participants. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat. Questions ou remarques, des choses que vous aimeriez soulever. Toujours un peu bizarre ce moment où on attend. Il y a, ok. N'hésitez pas aussi, si vous préférez les poser de manière orale, à cliquer sur le petit bouton en bas qui demande la parole. Des exemples d'indicateurs de projet. C'est pas très précis comme question, mais ça peut toucher à tout. Dans le guide, qui est vraiment disponible dès aujourd'hui, il y a vraiment en fait les 3 cadres qui sont expliqués, 3 cadres existants de Smart City avec à chaque fois, on ne voit peut-être pas ma caméra, mais vraiment la liste des indicateurs. Voilà, par exemple, ici, ça parle de santé, alors on voit l'accès aux services de soins de santé de base, l'encouragement vers un mode de vie plus sain, le temps d'attente en hôpital. Enfin, il y a vraiment beaucoup de détails sur des indicateurs existants qu'évidemment, je n'avais pas repassé en revue, sinon on en avait pour 3 heures de webinaire ce matin. Mais ils sont tous dans le guide, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Oui, présentation très hélicoptère, c'est une belle manière de le dire. Bon, on a peut-être été très clair et il n'y a plus rien à dire. Donc, monsieur demande la parole. Voilà. Monsieur, vous avez la parole. Normalement, vous pouvez activer votre petit micro et votre caméra. Oui, très bien. Merci beaucoup, madame. Donc, monsieur Chakib Chouchtehara de la ville de Clichy-sous-Bois en France. Donc, en fait, je voulais... c'est à la fois une interrogation et une question, une réflexion. Est-ce que le fait qu'en fin de compte que la Smart City, la fabrique d'une Smart City avec des techniques on va dire en mode lean un peu, en mode agile, n'est pas en soi du monitoring afin d'aller plus vite sur des projets d'une façon un petit peu plus comment dirais-je, de façon un petit peu plus réfléchie, on va dire. Ou est-ce que vous préconisez vraiment ces indicateurs-là comme un moyen on va dire, de bonne gouvernance de projet? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que la question, c'est le fait que avoir des indicateurs, est-ce que c'est vraiment important ou grâce à certains modèles de gestion, il y a moyen de faire autrement? En fait, en soi, les projets de Smart City, c'est des projets innovants, c'est des projets qui demandent des méthodes d'innovation collective et donc une conduite de projet qui est en mode lean, donc qui est en mode quelque part agile.
Donc Ouais. peut-être c'est pas le cas dans toutes les villes européennes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de villes, en tout cas en France, ou de métropoles françaises, qui travaillent avec ces méthodes agiles. Donc ces méthodes qui permettent en fin de compte une évaluation continue où on va tester la température du projet d'une façon continue afin de mener le projet à bien, on va dire. Oui, tout à fait. Et donc, en parallèle, en fin de compte, ce que vous proposez, c'est des indicateurs, mais le volet temporel dans la conduite de projet, je ne l'ai pas vu. Donc, je me pose des questions. Voilà. Merci. Ouais, alors, il y a deux aspects. Donc déjà, pour la définition d'indicateur, j'ai mentionné aussi le fait qu'il fallait définir un calendrier. Ensuite, j'entends bien votre réflexion quant à la méthodologie agile et que les personnes des intercommunales m'interrompent si je me trompe, mais ce n'est pas la manière dont ça fonctionne dans la plupart des communes en Wallonie, qui sont aussi dans une logique très avancée au jour le jour et voir des opportunités de projet grâce à des opportunités de financement qui rentrent avec les objectifs. Mais il y a rarement ici cette prise de, on va dire, de recul stratégique plus global. Il y en a, bien sûr, il y a de tout dans la nature, comme on dit, mais ce qui ressort, et encore plus dans les petites communes, c'est qu'il y a vraiment... c'est dur de sortir la tête du guidon et qu'il y a des opportunités, même si on est très enthousiaste, développer des stratégies agiles, c'est pas toujours ce qu'il y a... Enfin, avoir un mode agile, c'est pas ce qu'il y a de plus facile sur le terrain ici. Et donc, pour moi, la définition des indicateurs de projet permet de se dire, à tel moment, on fait le point parce qu'on sait qu'il faut qu'on récolte telle donnée. Donc, j'entends tout à fait que c'est peut-être autre chose dans votre contexte, mais en tout cas, ici, ça se fait rare. Je me permets de rebondir parce qu'une de mes collègues lève la main et donc elle a peut-être aussi quelque chose à dire. Oui, Voilà. bonjour, Catherine Nguyen, donc je travaille aussi au Smart City Institute et je me permets de rebondir par rapport à votre question, monsieur, parce que c'est vrai que la méthode agile consiste à tester régulièrement les services qu'on va mettre en œuvre sur le terrain et d'avancer petit à petit et de tester à chaque évolution qu'on fait dans le cadre de ce développement. Maintenant, je pense que le monitoring est quand même essentiel, notamment pour mesurer aussi si votre démarche agile répond aux objectifs de base que vous êtes fixés, donc en termes de processus et de le mesurer et de voir aussi par la suite si finalement les résultats, donc le service que vous avez mis en œuvre, même si c'est avec l'aide du citoyen, si finalement il répond vraiment aux objectifs de base, si vraiment c'est le succès que vous escomptiez ou pas. Donc je pense que les deux sont complémentaires. On peut autant avoir une approche agile tout en faisant du monitoring autour de ce processus agile. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Non, non, effectivement, non, c'est une belle, je veux dire, je vous remercie pour la présentation et puis effectivement, cette méthode d'évaluation des indicateurs, elle est super intéressante et très pertinente. Merci beaucoup. Merci. Je pense que j'ai vu Blanche qui voulait réagir ou qui a baissé la main. Non, je pense que c'était moi. Ah, Mais en fait, voilà. Catherine a été super claire, simple, efficace. Je voulais simplement dire que le monitoring, comme il permet d'identifier les déviations et d'ajuster le projet en cours de route, en lui-même, il a un petit peu cette démarche agile et donc il est complémentaire à l'évaluation. Rien de plus. Merci. Je vois une autre question et je pense que ce sera la deuxième et dernière question qu'on peut reprendre. Donc, est-ce qu'on a travaillé sur l'impact environnemental des projets Smart City? Tel quel, non, mais nous avons pour volonté aussi de renforcer, Nathalie répond aussi, de recherche pour faire le lien entre les deux, parce qu'on est aussi, oui, très conscient de l'impact lié au numérique, et donc, et sachant aussi que, je me permets de répéter que pour nous, la Smart City, c'est vraiment la technologie quand cela est utile pour la transition durable des territoires, et donc ça n'implique pas automatiquement le fait d'avoir du numérique pour chaque projet à chaque instant. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez je vais remettre les slides qui ont disparu. Je suspecte une de mes collègues qui a gentiment enlevé les slides pour qu'on puisse voir tout le monde. Du coup, n'hésitez pas à me contacter. Je me permets aussi de rebondir juste sur le fait que, comme depuis déjà quelques années, nous organisons une formation en management des Smart Cities.
Il reste quelques places si certains ou certaines d'entre vous sont potentiellement intéressés, donc n'hésitez pas à me contacter et je transférerai ça à qui de droit. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement nos intervenantes d'aujourd'hui pour leur temps et le temps qu'elles ont pris aussi pour lire ce guide. Et voilà, j'espère que ça sera utile à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, des remarques, à nous contacter. Merci.